À la une ce soir, bientôt la fin des portables à l'école. Le gouvernement l'a annoncé hier, leur utilisation sera strictement réglementée pour les plus jeunes. La mesure prendra effet dès janvier prochain. 608 nouvelles références de lait infantile retirées de la vente. Les estimations initiales des autorités ont été révisées. Les nouvelles marques concernées étaient également en vente en Martinique. La filière du BTP en crise en Martinique. Certaines boîtes ont perdu jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires cette année. Beaucoup de chefs d'entreprise se voient obligés de licencier. Enfin, Johnny Hallyday a été inhumé cet après-midi à Saint-Barthélemy. Une cérémonie qui s'est déroulée en toute intimité. Un dispositif de sécurité a été déployé autour du cimetière pour assurer la tranquillité de ses proches. Enfin, Corinne Comment, Miss France 2003, et Ben l'Oncle Soul, vous le voyez, sont nos invités. Ils sont les parrains et marraines de l'opération solidaire La Maison du Père Noël Bleu. Nous en parlerons dans un instant. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est un accessoire pour l'instant toléré dans certains établissements scolaires et qui deviendra dès janvier prochain totalement interdit. L'utilisation du portable dans les écoles sera officiellement réglementée par le gouvernement. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé hier, la mesure sera valable dans tous les établissements de France. Voyez les explications d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. Pas de portable en cours, la règle s'applique déjà oralement dans la plupart des établissements. La majorité des collégiens rencontrés aujourd'hui seraient pour une interdiction définitive. Si on est en cours et on utilise le portable, c'est sûr qu'on n'aura pas vraiment les bons résultats scolaires si on n'écoute pas la professeure. Je pense que c'est une bonne décision parce que ça peut perturber le cours et déconcentrer les élèves. Moi, je pense que c'est bien parce que presque tous les jours, souvent il y a des amis qui viennent me dire que on a volé le téléphone. Le trimestre dernier, on était dans les vestiaires et puis un autre ami m'a dit qu'on a volé son téléphone. Qu'est-ce qu'on fait avec un portable à l'école? À l'école, il faut travailler et non rester sur le portable, envoyer des messages. D'autres élèves, en revanche, sont plus réfractaires à l'idée et préféraient d'autres solutions. Qui est le portable, mais de façon modérée. Qu'on respecte au moins les gens, notre vie privée, parce que si nous on met pas notre vie privée sur les réseaux sociaux, donc on ne voudrait pas que les autres le mettent. Je suis pas d'accord parce que si on a un problème sur la route, si on veut appeler nos parents, on peut pas. Le portable, générateur à l'école de disparités, de conflits et de harcèlement, c'est ce que déplorent également régulièrement les syndicats de parents d'élèves, satisfaits aujourd'hui de l'application prochaine de la mesure, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'école, c'est un lieu d'apprentissage et nous pensons que le portable ne permet pas d'apprendre correctement. C'est-à-dire que tous les enfants ne sont pas... Alors il y a des enfants qui peuvent avoir un portable et qui apprennent très bien, mais tous les enfants ne sont pas au même niveau de conscientisation face à cet appareil. De son côté, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a indiqué que le gouvernement réfléchissait aux modalités d'application de la future mesure. En septembre dernier, le ministre avait déjà avancé l'idée de confiner les portables dans des casiers fermés. Autre mesure prise par le gouvernement avec des conséquences pour les plus jeunes cette fois-ci. Après 12 lots la semaine dernière, 608 nouvelles références de lait infantile ont été retirées de la vente. La contamination au salmonelle serait plus importante que les estimations initiales. Les marques concernées sont Pico, Millumel, Les Miel, Pepti Junior et Carrefour, des produits qui étaient également en vente chez nous. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Guy-Raphaël René. 620 lots en tout, fabriqués depuis le 15 février dernier, toujours par l'usine Lactalis basée en Mayenne. Des centaines de milliers de boîtes de lait dont une partie est arrivée dans nos rayons, comme dans cette pharmacie de Fort-de-France où les produits concernés ont été dès ce matin mis en quarantaine. Nous attendons les nouvelles informations. Ces nouvelles informations nous donneront les numéros de lots et à ce moment-là, nous aurons à vérifier si nous sommes en possession des lots concernés. Et si toutefois ce n'est pas le cas, ça restera dans le circuit. Si les lots concernés sont chez nous, et bien sûr nous les retirons immédiatement. Il s'agit surtout de la marque Pico. Ceci concerne cependant d'autres marques que nous ne détenons pas puisqu'il y a d'autres circuits de vente des laits infantiles. Dans le collimateur des autorités sanitaires cette fois, les laits infantiles commercialisés sous les marques Pico, Pepti Junior, Millumel et Carrefour. Chez nous, si aucun cas de contamination au salmonelle n'a été rendu public, la prudence reste de mise et quelques précautions s'imposent. On peut quand même utiliser le lait
pour lequel il pourrait y avoir des problèmes. Dans ce cas-là, on fait une préparation particulière, à savoir préparation classique suivie d'une ébullition et ensuite faire revenir le lait à la température normale. Cette ébullition permettant de détruire la bactérie, qui dit infection dit fièvre, et les principaux symptômes vont être une diarrhée assez sévère qu'il va falloir bien sûr traiter et au plus vite se rapprocher du médecin bien sûr puisqu'il s'agit d'un nourrisson. En début de mois, suite à l'ingestion de ces laits, une vingtaine de nourrissons avaient été contaminés par la bactérie. En août dernier, l'entreprise Lactalis avait détecté la présence de salmonelle sur le carrelage et sur un manche à balai de l'usine, mais pas dans l'appareil de production. De nouvelles investigations sont en cours. Santé toujours, avec une situation qui semble maîtrisée au sein du CHU de Martinique. L'accueil des 52 patients du CHU de Pointe-à-Pitre, désormais inutilisable, est assuré par un personnel renforcé. Des moyens supplémentaires ont été déployés. Selon la directrice adjointe du CHUM, tout serait rentré dans l'ordre. Un point de situation présenté en conférence de presse ce matin. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas et Nora Osier-Lafontaine. À ce jour, nous avons déjà accueilli 52 patients confondus, adultes et enfants, tout confondus, dans plusieurs disciplines, dont la moitié concerne des soins critiques, c'est-à-dire la réanimation et des soins intensifs. Les débuts ont été un peu, il faut le dire, chaotiques, mais nous héritions d'une situation chaotique. La Guadeloupe elle-même a dû faire face à cette situation chaotique. Je dirais que très vite, les filières se sont organisées, nous avons trouvé nos marques et aujourd'hui le dispositif fonctionne tout à fait correctement. Nous avons effectivement eu un renfort du national très important en termes d'envoi de personnel de la réserve sanitaire. Nous avons reçu aussi des renforts humains du CHU de Pointe-à-Pitre qui, malgré au plus fort des difficultés, nous a quand même envoyé 6 professionnels de santé, dont 2 médecins, et ça c'est un effort important que je voudrais souligner. Et puis nous avons, nous, en Martinique, procédé aussi à un apport complémentaire de personnel. Sur le plan des matériels et des dispositifs médicaux, là aussi, nous avons de la part du national une dotation importante de matériel qui va arriver, qui va nous permettre de faire face aux interventions chirurgicales, notamment en orthopédie, et puis à sécuriser les hélicoptères et l'avion sanitaire. Et si le secteur de la santé semble s'améliorer, en Martinique, la situation est beaucoup plus difficile pour le BTP. On parle carrément de crise. Peu de commandes publiques, encore moins dans le privé. Certaines entreprises locales ont perdu jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires. Beaucoup de chefs d'entreprise se voient obligés de licencier. Voyez ce reportage de Louis Sabas et de Nora Osier-Lafontaine. Un rouleau de 5 tonnes d'acier, déroulé pour, à l'extrémité, donner des tôles ondulées. Avec l'acier-béton, la spécialité de cette entreprise qui jusqu'en 2008 prospérait. Mais depuis, le BTP est en crise en Martinique, avec une baisse progressive de 3 à 5% de l'activité par an, non sans répercussion sur le fonctionnement de la structure. On est passé de 76 salariés à 38 salariés, c'est-à-dire que c'est moins 50%. Notre activité en l'espace de 10 ans est passée de moins 40 à moins 50% selon la famille de produits sur laquelle on raisonne. Ça paraît anodin, 76-38. 76-38, c'est donc moins 38 personnes. À l'échelle de la Martinique, c'est l'équivalent de 6 000 emplois supprimés à l'échelle nationale. Même son de cloche dans cette autre entreprise historique. Ici, portes, fenêtres, menuiserie en PVC sont produits. Depuis le début de la crise du BTP, l'activité est au ralenti avec une perte de 42% du chiffre d'affaires en 10 ans. Ce qui a conduit au licenciement de 30% du personnel. Si elle se maintient à flot, c'est principalement grâce à la commande privée et quelques gros travaux obtenus il y a quelques années. Mais ici, on déplore surtout la mise à l'écart des entreprises locales des chantiers financés par les fonds publics. Nous avons un problème de chantiers qui sont importés, payés par la collectivité. Je vais prendre le laboratoire du Monde des Cadets. C'est un chantier qui est importé. Okay? Le palais de justice de Fort-de-France a été importé par une société française, mais qui a produit ses menuisiers en France. Donc tout ça représente à peu près 7 millions d'euros
Avec l'importation de centrales à béton, comme pour le lycée Schellcher, qui grève la production locale, les retards de paiement ou report des grands travaux, les entreprises locales qui participent à la filière BTP deviennent frileuses quant à l'investissement et ont bien du mal à se projeter dans l'avenir. Pourtant, les 600 salariés directs de ce secteur ont un ultime espoir, celui de la création annoncée d'une commission BTP par la FEDOM, à la demande de la MPI, l'association martiniquaise de promotion de l'industrie. Les travaux de l'entité débutent en janvier et ont pour finalité de faire des propositions de nature législative aux parlementaires, un enjeu important pour ce secteur qui en 2015 générait un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Direction Saint-Barthélemy où la rockstar Johnny Hallyday a été inhumée cet après-midi dans la plus stricte intimité. Un dispositif de sécurité autour du cimetière a été déployé pour assurer la sécurité de ses proches. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreux et de Bénédicte Jourti. Hier après-midi, juste après son arrivée à Saint-Barthélemy, Laetitia se rend pour la première fois au cimetière de Lorient, la même où Johnny Hallyday doit être inhumé dans moins d'une heure. De la cérémonie, aucune image ne doit filtrer. Au voisinage, il a été demandé de repousser les journalistes. Il faut respecter l'intimité de la famille et aussi le respect de Johnny qui a consacré sa carrière à ses fans. Et le fait qu'on ne soit pas assailli de journalistes dans les maisons proches et que la famille puisse consacrer son intimité dans les derniers moments de sa vie. C'est la gendarmerie nationale qui est chargée du dispositif de sécurité. Une tâche qui n'est pas simple pour les hommes en bleu, très émus par le décès du rocker français. Les gendarmes ont été peinés par l'annonce de la mort de Johnny Hallyday et les gendarmes de Saint-Barth en particulier parce qu'effectivement, si vous voulez, c'est une personnalité de Saint-Barth, c'est quelqu'un qui a vécu ici et avec qui les gendarmes avaient l'habitude de voir. Ouais. De l'émotion, il y en avait hier soir lors de la cérémonie ouverte au public. Pour les moins jeunes, la disparition de Johnny Hallyday marque la fin d'une époque. Voilà, c'était nos années 60 aussi, hein, le twist et tout ça. Hein. On l'a connu comme ça, moi je dansais le twist. Hein. J'avais 8 ans hein. Et je sais encore le danser comme toi, hein. Le twist. Sa disparition pour nous, c'est une partie de notre enfance qui s'en va, de notre jeunesse. Ce soir, ils ne pourront pas être aux côtés de leur idole. Au moment de sa mise en terre, seule la famille et quelques proches pourront l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons des différentes options proposées pour envoyer des colis à vos proches éloignés en cette fin d'année. Dans tous les cas, la période de Noël est propice à quelques rushs. Les jeux Kalina ont rythmé le week-end en Guyane. La remontée de pirogue, le grimpé de cocotier ou encore le lancer de harpon ont été les activités proposées. Enfin, coup de projecteur dans notre JT des communes sur l'homme de tradition Sully Kali, aujourd'hui tonnelier à Saint-James. Mais avant, parlons du salon nautique qui se tient en ce moment à Paris. Un événement qui rassemblera des passionnés jusqu'au 16 décembre prochain. Parmi les délégations ultramarines qui se sont démarquées sur place, la Guyane a pu présenter sa politique de croissance bleue. Voyez ce reportage de Stéphane Alessandresco. Vendredi dernier, au Salon nautique de Paris, c'était la journée Guyane du Salon. La communauté de communes des Savanes, la Fédération française des ports de plaisance et la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane ont organisé sur leur stand une journée promotion. L'objectif était de vendre aux touristes la destination Guyane pour attirer le maximum de plaisanciers sur son territoire en les rassurant sur les installations portuaires que l'on trouve dans les communes guyanaises. Vous avez la commune de Cayenne, vous avez la commune de Sinamari, Saint-Laurent, Roura, Montigny. Donc nous avons plusieurs communes qui ont un vrai potentiel pour développer le nautisme sur leur territoire. C'est ce potentiel qui intéresse la Fédération française des ports de plaisance qui souhaite une adhésion de la Guyane au programme Odyssea. Alors le programme Odyssea, c'est bien entendu un programme qui est émis par la Fédération française des ports de plaisance. C'est l'attractivité, ce qui nous intéresse d'abord, c'est l'attractivité du territoire, tant sur le plan économique, bien entendu, mais également sur le plan culturel, patrimonial et social. C'est un programme qui maintenant est en place en Martinique, qui est en place dans différentes régions françaises et métropolitaines,
et nous souhaitons bien entendu développer ce programme avec la Guyane et avec les élus de la Guyane. Il y a une volonté réelle que je porte, c'est effectivement de faire comprendre qu'on peut développer aussi le tourisme par l'eau et la mer. C'est pourquoi aussi aujourd'hui nous sommes dans un projet avec Odyssea dans la croissance bleue et vert. Donc c'est un projet aussi qui est très important et qui a déjà été présenté quand même à l'Elysée et qui est redescendu aussi au ministère. Donc c'est un projet qui a reçu un avis favorable. Donc je continue quand même à faire ce travail pour qu'on puisse pouvoir avancer. Et qu'est-ce que c'est ce projet exactement ? Ce projet, c'est effectivement l'accord et l'acceptation du port de plaisance sur le fleuve de Sinnamary. C'est un premier pas, la volonté est là, mais pour faire venir ces bateaux de touristes en toute sécurité, il reste l'essentiel à mettre en place. Il reste à améliorer les installations portuaires qui, pour l'instant, ne donnent pas satisfaction. Ce qui manque, c'est des équipements dignes de ce nom, avec des services. Aujourd'hui, le plaisancier d'aujourd'hui souhaite bien entendu un équipement de qualité. C'est pour ça aussi que depuis cette année, on a lancé la démarche qualité plaisance au niveau de la fédération. Il manque des équipements et des services. C'est les atouts majeurs pour réussir vraiment à irriguer le territoire avec les touristes. Donc l'appel est lancé, la balle est dans le camp des organismes de gestion publics ou privés pour qu'un effort d'équipement soit mis en place afin d'attirer ces touristes qui sont bien évidemment potentiellement une source de revenus pour les communes guyanaises. Noël approche à grands pas et vous êtes nombreux à vouloir partager un peu de chaleur du pays à vos proches dans le monde. Quelques options s'offrent alors à vous, le classique colis envoyé par voie postale ou encore faire appel à des professionnels de la livraison rapide. Dans les deux cas, c'est le rush en ce moment, comme a pu le constater Guillaume Bacoul. L'aérogare de fret en pleine ébullition. Chez ce professionnel de l'expédition, depuis le début du mois, les clients se pressent afin d'envoyer à leurs proches de quoi passer dignement les fêtes. Je vois beaucoup de monde devant moi, alors je pense que ça va être très long. Il faudrait être patient, je crois. À l'intérieur, tous les employés sont sur le pied de guerre. Il faut dire qu'en décembre, on passe de 50 à près de 200 colis livrés par jour. On essaie de faire des méthodes plus rapides, de façon à écouler rapidement la clientèle qui est présente. Et nous avons aussi un surplus d'employés pour assurer la période, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent à faire plaisir à leurs proches et à leur faire partager un peu la culture que nous avons ici. Donc en leur envoyant des petits produits locaux sur la métropole. Tarifs attractifs, délais de livraison raccourcis et récupération gratuite au domicile des colis. Les clients sont de plus en plus nombreux à être séduits par ces concurrents privés de la Poste. Vous êtes ancien postier pourtant? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais parce qu'il y a des colis, j'ai peur que ça se gâte. Hein. Et quand la personne 24 heures après a le colis, eh c'est intéressant pour moi. J'envoie un peu de tout, même des trucs glacés, et qui reçoit intact. C'est plus rapide et puis c'est plus simple aussi. Parce que là, ils viennent rechercher le colis à la maison. On est là, on attend patiemment, hein. On n'est pas pressé. Attendre patiemment, c'est parfois compliqué ici. Réputé pour ses files d'attente interminables en cette période, la Poste organise sa riposte en repensant tout son service. Le secteur courrier-colis a été renforcé pour les fêtes. Il faut reconnaître que c'est un flux tendu, on ne chôme pas, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai qu'on s'active de façon à donner satisfaction effectivement à notre clientèle. On déploie effectivement une force de travail à ce niveau de façon à faire face à l'affluence. À la plateforme courrier de Dillon, la plus importante de l'île, on ne chôme pas non plus. Ici, on travaille tous les jours de 4 h du matin jusqu'à minuit. On traite le surplus annuel de colis, bien sûr, mais aussi les lettres au Père Noël ou le million de prospectus distribués pour l'occasion. Nous avons anticipé la période, nous avons renforcé l'équipe et la douane derrière a renforcé aussi les équipes puisqu'il y a le tri qui est fait par la Poste, la distribution, mais aussi la taxation puisque passer un certain seuil, les colis sont taxés en douane, mais la douane a également renforcé ses effectifs afin qu'il y ait une certaine fluidité en fait. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, les choses se passent bien et je suis confiant pour les fêtes. Hein. Donc chacun aura son colis en temps et en heure. En temps et en heure dans les foyers, cette année encore, présents et autres douceurs devraient réchauffer le cœur de leurs destinataires.
Toujours dans l'esprit de Noël, une opération solidaire est organisée en ce moment en faveur des enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens. La maison du Père Noël Bleu est parrainée par Ben l'Oncle Soul et Corinne Comment qui ont remis aux enfants de l'école maternelle Pont-Viard à Fort-de-France les premiers cadeaux récoltés. D'autres présents seront distribués dans plusieurs établissements défavorisés de l'île ainsi qu'à Saint-Martin ou encore à la Dominique. Voyez les précisions de la présidente du Kiwanis Club Arc-en-Ciel de Ducos à l'origine du programme. Elle s'exprime face à la caméra de Guillaume Bacoul. Aujourd'hui, les parrains et marraines donc, de l'opération qui sont Ben l'Oncle Soul et Corinne Comment donc, vont remettre aux enfants de cette école les premiers cadeaux qui ont été récoltés dans le cadre de cette opération. Hormis Pont-Viard, donc il y aura aussi les enfants hospitalisés donc, de la Martinique au niveau donc, de la MFME et de la pédiatrie de Trinité. Mais les cadeaux aussi récoltés seront distribués en faveur des enfants de la Dominique et de Saint-Martin qui ont subi donc les affres des intempéries Maria et Irma. Et pour avoir plus de détails sur cette opération solidaire, les parrains et marraines de la maison du Père Noël Bleu sont nos invités, Corinne Comment et Ben l'Oncle Soul. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer par les dames. Corinne Comment, expliquez-nous déjà comment faire, nous les Martiniquais, pour participer à cette opération. Déjà pour participer à cette opération, on collecte soit des jouets neufs, soit des fournitures scolaires ou même des mots doux parce qu'on sait que c'est une période qui peut être un peu compliquée pour des familles. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir redonner le sourire aux enfants. Donc en Martinique actuellement il y a des agences de voyage qui sont des points de collecte et pour avoir surtout plus d'informations il y a un site internet qui est le www.lamaisondupernoelbleu.com. Alors, comment va se dérouler cette opération pour les prochains jours? Quel est votre planning, à vous deux? Écoutez, on fait beaucoup de promos déjà pour sensibiliser toute la population. On est arrivé de Paris hier soir, on est en Martinique aujourd'hui, en Guadeloupe. Et puis je laisse un petit peu la parole à Ben pour... Alors Ben, vous êtes en pleine tournée pour l'instant et vous profitez de vos jours off pour faire cette promotion. C'est très important pour vous ce type de manifestation? Oui, et puis surtout après les catastrophes naturelles qui ont eu lieu donc, à Saint-Martin, en Dominique, et puis évidemment pour tous les hospitalisés qui vont passer Noël malheureusement à l'hôpital. Donc c'est important de faire un acte solidaire. Et puis ce que j'aime beaucoup avec la maison du Père Noël Bleu, c'est qu'il n'y a pas une dimension que matérielle, avec effectivement, comme le disait Corinne, des jouets et puis... du matériel scolaire, mais il y a aussi la dimension psychologique, l'accompagnement, qui vient aussi de d'autres enfants qui vont pouvoir leur laisser un petit mot de soutien. Et j'allais justement vous demander, comment les enfants vous accueillent-ils? Faites-nous vivre un peu ce que vous ressentez. Ils sont très contents en fait de prendre un petit temps pour imaginer donc quelqu'un qui va passer peut-être les fêtes loin de sa famille, qui va pouvoir lui faire un petit dessin, une petite pensée, un petit mot. Exactement, on en a d'ailleurs récolté cet après-midi dans une école maternelle, c'était très touchant parce que même les enfants se sentent concernés, ils ont pris le temps avec leur maîtresse de préparer des dessins, des mots doux qu'on va pouvoir aussi donner à d'autres enfants et on est finalement dans cette dimension de partage qui en fait représente les valeurs de Noël, quoi, cette dimension de partage. C'est exactement ça. Et vous avez d'ailleurs du recul, c'est la deuxième année que vous y participez en tant que marraine. Tout à fait. Quel est votre bilan? Est-ce que vous avez l'impression que ça séduit de plus en plus ou pas? Écoutez, déjà l'an dernier, on avait récolté plus de 700 cadeaux en Guadeloupe essentiellement. Cette année, le dispositif a été un petit peu amplifié avec la Martinique, donc j'espère qu'on fera mieux. Et l'impression que j'ai, c'est que... même en ces temps difficiles et compliqués, je pense que Noël, on sait que c'est une fête de famille, c'est quelque chose de très important, c'est un événement fort et donc les personnes sont sensibilisées et encore une fois, ce n'est pas qu'une dimension matérielle, l'idée c'est vraiment de pouvoir partager ce qu'on peut, donc même les mots doux, on accepte finalement tout, l'idée c'est de pouvoir être tous ensemble et cette idée de partage, vraiment c'est ce qu'on essaie de véhiculer. Alors Ben l'Oncle Soul, mis à part cette opération solidaire, est-ce qu'on pourra vous retrouver prochainement en Martinique? Quelle est votre actualité? En concert, j'entends bien. En concert, malheureusement, pas pour tout de suite. On est en tournée jusqu'à février 2018 en France plutôt. En France hexagonale, puisque je suis ici. Oui, mais on a bien compris, ne vous inquiétez pas. Et sinon, on a fait 3 documentaires sur les origines du jazz,
le reggae et puis le rap en Martinique, Guadeloupe et à La Réunion. Et on a fait 3 documentaires qui ont été tournés avec François, qui seront aussi diffusés sur Martinique Première. Donc voilà. Oui, bah, vous me demandez mon actu. Mais ça sera au cinéma aussi. Ça ne sera pas au cinéma. Non, pas au cinéma. Bon, ben ça va. Corinne Comment, dernière question. Vous, alors, bon, c'est pas vraiment votre actualité, mais l'élection de Miss France, ce qui sera diffusé sur notre antenne cette fois-ci, ce samedi, voilà, sur ATV, en direct. Voilà. En direct. Que pensez-vous de l'évolution de cette élection qui a changé quand même depuis 2003? Il y a plus Geneviève de Fontenay, par exemple. Il n'y a plus Geneviève. On voit même que le show est beaucoup plus moderne. Il y a beaucoup de discussions autour, par exemple, du maillot de pièce, etc. Mais je trouve que c'est dans l'air du temps. Et la chance qu'on a, c'est que l'Outre-mer est toujours très, très bien représentée et très bien classée. Donc, je donne rendez-vous à tous les Martiniquais pour supporter leur Miss, car c'est une très jolie candidate. Moi, j'en ai une. Évidemment, je retrouve, il y aura toujours des Miss de l'Outre-mer, dont la Miss Guadeloupe, forcément, par chauvinisme. Mais cette année, je pense qu'il y a des régions qui se démarquent et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir chaque année. Donc vraiment, je pense que ce sera une belle élection et d'ailleurs, j'y serai. Mais votre pronostic, vous en avez un ou pas? C'est toujours compliqué. Je peux vous donner quelques noms, mais par exemple, moi, dans mon top 12, forcément, je mets la Guadeloupe, je mets la Miss de la Martinique, je mets la Nouvelle-Calédonie, je mets la Miss Corse, la Miss Île-de-France, peut-être la Miss Alsace et Nord-Pas-de-Calais. Mais bon, comme ça, dit comme ça, je pense que ça parlera on verra si vous avez au plus grand nombre. ce samedi. Mais voilà, j'invite... Oui, toujours. L'Outre-mer, moi, je trouve vraiment la chance qu'on a, c'est que nous sommes tous des territoires de métissage et je pense que c'est ce qui sauvera le monde, le métissage. Donc, je crois très fortement au métissage et je donne rendez-vous à tout le monde samedi soir sur ATV pour regarder cette élection de Miss France. D'ailleurs, en direct, ça sera en direct, donc dès l'après-midi. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis, je rappelle que vous êtes également parrain et marraine de l'opération La Maison du Père Noël Bleu. Merci à vous. Merci. Place au sport avec un retour comme chaque lundi sur les manifestations sportives qui ont marqué le week-end. La victoire de la Gauloise en basket féminin avec les Trinitéennes qui sont désormais championnes Antilles-Guyane en Coupe de France. Autre temps fort, la victoire de Mathieu Blanchard à la 8e édition de la Transmartinique. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol, José Le Chertier et Marc-Olivier Dream. En moto, Livan Luchel, sacré champion de la montagne hier après-midi lors de l'ultime course de côte au Carbet. Livan Luchel établit un nouveau record du parcours en 56 secondes et 43 centièmes. Une course de côte marquée par la chute et la blessure de Xavier Belléofond ainsi que celle de 2 spectateurs. Temps fort de ce week-end, la 8e édition de la Transmartinique est revenue à Mathieu Blanchard. Il parcourt les 137 km entre le Pricheur et Sainte-Anne en 19 h 36 minutes et 19 secondes. Sport collectif en basket féminin, la Gauloise est champion Antilles-Guyane en Coupe de France. Les partenaires de Coralie Le Plus ont battu la MJC Abîme 63-49. Elles joueront les 16e de finale fin janvier dans l'Hexagone. Handball féminin, la 9e journée du championnat de pré-national a vu les victoires de l'Entente AS Montézès Gauloise, du Réveil sportif, de l'UJ Redoute, de l'Arsenal et de l'Aiglon. L'Entente AS Montézès Gauloise est leader avec un point d'avance sur l'Arsenal et le Réveil sportif. L'USC Citron est 4e. Chez les hommes, hier soir, l'ASC Dillon-Doubout a battu en clôture de cette 9e journée Sainte-Anne-Cap 110 34-26. L'Espoir de Floréal, l'USC Citron, l'Étoile de Gondo et l'ASC Ducos se sont imposés. Au classement, les Lamantinois sont leaders avec 2 points d'avance sur Citronais, Floréalais et Gros-Mornais. En volleyball féminin, l'Espoir, le Smash Club et l'Éveil se sont imposés lors de cette 9e journée du championnat d'excellence. Au classement, les Lucéennes ont 3 points d'avance sur les Iléennes et 9 sur les Ansoises. Chez les hommes, victoire de l'Espoir, du Good Luck et de l'Aiglon. Les Lucéens sont leaders devant Arlésiens, Foyalais et Ansois. En football, la 11e journée du championnat de Régional 1 a été marquée par la victoire du Racing dans le choc face au club colonial, mais également par la 2e défaite du club franciscain. Le New Star, le Golden Lion, le Good Luck se sont imposés, partagent des points dans les autres rencontres. Au classement, le Racing, qui a battu sur tapis vert le New Star, est le nouveau leader devant le Golden Lion, le club franciscain et l'Aiglon. Chez les femmes, la 9e journée du championnat a vu les victoires du RC Saint-Joseph, de la Samaritaine et du club franciscain qui a battu le Racing. Au classement, les Joséphines sont leaders devant Franciscaine, Pilotine du Sud et l'Orinoise.
Et en Guyane, ce sont les Jeux Kalina qui ont marqué le week-end. Au programme, des sensations fortes avec des disciplines comme la remontée de pirogue, le grimpé de cocotier ou encore le lancer de harpon. Pierre Tréfou était sur place, regardez. Ce week-end se tenait la 13e édition des Jeux Kalina. 32 équipes se sont affrontées à Awala et à Limapo sur 9 épreuves. Parmi les nouvelles équipes, celle de Rémire, l'équipe de Kawana a fait son arrivée. L'entraînement n'a pas été très intense, mais la motivation l'est. Les épreuves sportives et culturelles qui figurent au programme des Jeux Kalina sont issues de pratiques traditionnelles des Amérindiens. À l'épreuve tant redoutée de descente et remontée de pirogue, l'équipe Kawana se concerte pour établir la bonne méthode. Il y a la descente, il y a des équipes derrière, ils mettent quasiment personne. Voilà, mais ça c'est ce qu'on voulait faire à la base. Oui, voilà, c'est ce qu'on voulait faire à la base. Au retour, après, on met donc qui devant? Vous deux, les filles et Benoît et Valentin. 1, 2, 3 1, 2, 3 1 Le soir, l'épreuve de tir à la corde confronte les équipes par poule. L'équipe Kawana n'arrivera malheureusement pas à arriver en haut du tableau. Le lendemain, les équipes se sont affrontées sur une épreuve de course de pirogue. Une épreuve difficile car elle demande force et maîtrise. Après une épreuve physique, c'est la dextérité et le mental qui est requis pour l'épreuve du jeu du diable. Kawana, pourtant bien parti, n'arrivera malheureusement pas à finir dans les temps. Pour cette 13e édition, une épreuve fait son retour, la glisse sur vase. Un aller-retour chronométré et c'est l'occasion pour l'équipe de se faire un petit bain de boue. La dernière épreuve des Jeux est le porté d'un rondin de 25 kg. C'est l'épreuve de trop pour l'équipe, dont un des participants finira à l'infirmerie. Le départ, quand tu cours avec, il faut trouver l'équilibre. Moi, j'ai fait tomber et après, j'arrivais plus à le remettre. Voilà, il y en a une qui s'est fait mal. Les Jeux s'achèvent sur la remise des prix. Pour l'équipe Kawana, c'est sans grande surprise qu'ils atteignent la dernière place. Mais pour eux, pas question d'abandonner. Rendez-vous l'année prochaine pour, espérons-le pour eux, un meilleur résultat, mais toujours la même énergie. C'est quoi une tortue lutte? Allez, de retour en Martinique, place tout de suite à notre JT des communes. Coup de projecteur ce soir sur l'homme de tradition Sully Kali, bien connu en tant que tambouiller. Il est également tonnelier à l'usine Saint-James, un métier en voie de disparition chez nous qu'Hubert Bornil et Valérie Vincent vous présentent. Regardez. La ligne a levé et la ligne la ligne a plein de ligne. Aujourd'hui, on a découvert un métier qui vient Martinique. Il dit des coups de couteau filet manuel. On entend beaucoup ça, même quoi, c'est 2000 coups de marteau. Monsieur Sully Kali en potomitant la société martiniquaise. Dans un angle mort de la distillerie, on entend des coups de marteau à répétition. C'est le tonnelier qui travaille. Moi, quand je vais à la main comme ça, ça viendra. Parce qu'il n'y a pas ni relève. Donc ici, je vais réparer fût, je vais faire siège, je vais faire meuble, je vais faire tambour. Puisque moi, c'est musicien. Et bien tout ça, ici, à presque 100 bails qui. Donc c'est l'orgue Martinique, sous le débat Martinique. C'est seul côté où tout ça, tout ça, la poussière, quoi, ni monde qui travaille. Mais c'est le côté sans bail qui est authentique. Et puis, fils agréants là, tout bail là, quoi, dit, mais ici, c'est un touriste central là. Moi, ça me rappelle une époque ancienne où précisément à cet endroit, j'avais croisé le chemin d'un certain monsieur Marie-Louise, l'un des potomitans de l'activité. Il fait partie de ceux qui ont très certainement influencé Sully Kali, le joueur de damier, le tambouiller et producteur de livres sur la tradition des mornes. Là, ce sont des cercles de moules qu'il a. Donc, maintenant, ce qui vient là, il y a un qui vient là, il y a un qui vient là pour Tchébing. Et donc, ça c'est en élément. Et puis, pas n'importe monde qui a fait ça encore. Pratiquement pas ni. Tonnelier, l'exemple même d'un métier en voie de disparition, comme matelassier ou encore charpentier. Mais en époque, chaque cuisine était un tonnelier. Toujours dans ces usines, il y a un tonnelier. Mais il n'y a pas qu'à faire travailler à ma faire. C'est pourquoi il a venu casser le refus. Le casser refus, il a dépassé refus. Parce que nous, ici, qui fait stage. Et je vais un bel bonjour à Eric. Il fait stage, mais il peut faire. Parce que sans Baïk, il faut aimer ça.
Convaincu d'être dans le vrai, Sully Kali met alors toute son âme et son énergie au service du bois de chêne. Ça c'est tambour le père Lucné, puisque dans la Bible, il dit venez avec tambour et trompette. Mon livre et Père Anderson il a pas longtemps. C'était la père Lucné et dans ce couvert, je vais tambour aussi, c'est Masséa. Une odeur toute particulière liée à cette période de l'année flotte dans l'air. Le lien est vite établi entre Noël, le rhum et le belay. Mais voilà ce qu'il fallait savoir sur le thème. On va laisser notre tonnelier travailler parce qu'il y a beaucoup de travail en cette période. Là, il y a beaucoup de matos, il y a beaucoup de tambours à réaliser. C'est Noël, le bar, le tambour belay, tout là. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h sur le parking de l'ESP, ex-IUFM à la Pointe des Nègres à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.